3, 4. Tout de suite, c'est en cours de route sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. À mi-chemin entre la campagne et la ville, entre la Belgique et la France, il traverse, déplace et écrit des territoires. La vie d'un lieu change, comme la langue, elle évolue. Elle est un chemin se faisant. Quand la littérature approche la question de l'enracinement, du rapport animal à notre espace, elle se nourrit d'odeurs rances, d'images brûlantes et des charognes de nos enfances. En cours de route, Simon Johannin évoque avec nous, pas à pas, les fragments épars, vifs et brutaux de ces nombreuses vies. Mais il y a plusieurs choses déjà sur le rapport au reste de la littérature, d'autant plus que moi je suis jeune, on va chercher une filiation tout de suite, tu vois, de savoir de quelle littérature je viens, qui m'inspire, qui sont mes papas et mamans de la littérature, tu vois, enfin toujours un peu la question prof de c'est quoi tes références, voilà tes inspirations, et moi ça m'a toujours paru drôle parce que j'ai jamais, ça n'a jamais été la lecture ou le contact à la littérature qui m'a fait dire que j'avais envie d'en faire, tu vois, c'est plus venu au contact vraiment de la vie et ouais, c'est comment à la fois des questions de vécu et puis c'est vraiment du sentiment, quoi, de comment faire passer des émotions, comment dire des choses qu'on n'arrive pas à dire à l'oral et de le chercher dans la littérature. Et, au moment où j'écrivais, j'étais pas auteur en fait à ce moment-là, donc j'étais complètement déconnecté de ces questions-là, ce qui est complètement différent de quand j'écris maintenant. Et après, pour ce qui est du reste de la littérature, moi j'aime peu de choses, tu vois, vraiment j'ai des goûts assez particuliers. Je suis globalement pas intéressé par ce qui se fait, des textes contemporains, je connais pas grand chose, tu vois, mais il y a vraiment pas grand chose qui m'intéresse et alors si on me l'octroie, oui sans doute, mais moi je me trouve pas une légitimité particulière à dire ça il faut ou ça il faut pas. Je pense que si les gens ont envie d'écrire, il faut qu'ils écrivent, tu vois, et moi j'ai pas de... il y a des gens avec qui j'ai des affinités, mais après je suis pas du tout à défendre un type de littérature particulier et à dire ça c'est de la merde, ça pourrit tout ce qu'on pourrait faire, ou etc. Tu vois, je me sens complètement étranger à tout ça, quoi. J'ai pas vraiment d'avis sur le travail des autres, sauf les gens qui me le demandent, avec qui je suis vraiment en contact, mais voilà, il y a personne que je peux te dire que je déteste Est-ce que ça t'a surpris, est-ce qu'il y a un moment où tu as été surpris de passer d'étudiant, tu publies un livre et d'un coup on commence à te poser des questions effectivement de filiation, ou c'est un peu dis-moi tes références, je te dirai qui tu es, quoi, il y a encore un truc comme ça. Ouais, en tout cas oui, mais ça a été très rapide même avant la publication du livre, pour te dire, au niveau du changement, parce que tu parles du fait de passer d'étudiant à autre chose, rien qu'au niveau de l'école, à la Cambre, où j'étais un petit bâtard d'étudiant, méprisé par l'administration, j'exagère un peu, tu vois, mais t'es toujours, quand il y a des buffets, c'est pas toi qui vas boire des coups, tu vois, on te met bien un barreau à l'entrée en disant les petits fours sont pour les invités, et toi, tu repasseras, quoi. À partir du moment où j'ai fait mon jury et que j'ai eu en fait le contrat d'édition, très vite en fait j'ai été à peine après avoir quitté l'école, j'ai été invité par l'école en tant que personnalité, tu vois. Mais ça s'est passé à 3 semaines près. C'est-à-dire que des gens qui me snobbaient avant, je me suis retrouvé à manger à table avec eux et à entendre la vision qu'ils avaient des étudiants, etc. Tu vois, vraiment passer de l'autre côté de la barrière. Donc ça, effectivement, ça c'était le premier pas, tu vois, mais en même temps c'était normal parce que l'atelier d'écriture contemporaine allait s'ouvrir. Moi j'arrivais vraiment à propos, tu vois, pour légitimer le fait de porter la littérature en école d'art, vu que moi je l'avais fait en dehors même du cadre de l'atelier d'écriture contemporaine et que ça avait payé rapidement, tu vois, donc et c'est, voilà, j'ai joué le jeu et c'était, en plus moi je trouvais ça hyper bien qu'il y ait un atelier d'écriture qui s'ouvre, parce que moi j'ai pu écrire, mais en même temps les intervenants,
des interlocuteurs que j'avais n'étaient pas spécifiquement formés à la littérature, donc des fois, voilà, c'était un peu, on m'a aidé, mais c'était pas toujours, enfin, voilà, j'étais un peu en dehors des clous, quoi. Et c'est vrai que la littérature, enfin l'écriture, c'est un truc qui se pratique tellement peu dans le cadre des études artistiques, tu vois, que je trouvais ça très bien comme ça. Et ensuite, moi, en écrivant Les Télécharognes, hyper naïvement, je l'ai aussi écrit en me disant, j'ai lu des textes contemporains de jeunes auteurs, etc. J'ai vu leurs attitudes et je me suis dit, ok, c'est pas du tout moi ça. Je veux vraiment faire un truc qui est hyper personnel et en même temps c'est un monde qui est effrayant, tu vois, où c'est tout de suite hyper intellectuel. C'est beaucoup de gens, tous les gens que je rencontre depuis un an, c'est énormément d'universitaires, voilà, qui posent dans l'université à droite à gauche, qui sont intervenants en Italie, machin. Enfin, c'est vraiment pas du tout mon univers. Et du coup, j'étais un peu effrayé par tout ça. Et en même temps, c'était pas un milieu qui m'attirait en soi. Je suis beaucoup plus attiré par je sais pas, le monde du cinéma ou de l'art contemporain ou de la création contemporaine, même du cinéma contemporain, tu vois. Enfin, plus en fait par les gens de ma génération de manière générale. Ils sont assez peu nombreux en littérature et quand ils sont là, ne sont pas dans ce que moi j'ai envie de faire, quoi. Et en écrivant Les Télécharognes, je me suis dit, ok, je vais faire un texte qui va être complètement en porte-à-faux avec tout ce monde-là. Et je vais essayer d'attraper des voix ou de me frayer une voie dans un monde un peu plus alternatif. Tu vois, jamais j'aurais pensé de tomber, enfin d'être accueilli comme ça dans le milieu et dans les institutions, en fait. Tu vois, en fait, j'ai jamais. Je pensais que j'allais faire des lectures dans des squats et je me retrouve 5 fois à France Culture, tu vois. Enfin, tu vois, des espèces. Mais au final, avec le recul, le parcours du livre est assez logique, mais moi dans ma tête à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que c'était de lancer un livre et de ce que ça avait comme répercussion et de qui s'intéressait au livre dans les médias et voilà, c'était quoi le circuit d'un livre. Donc ouais, ça m'a fait mûrir, quoi. Je me suis vraiment retrouvé dans des choses vraiment sérieuses et professionnelles et où au niveau de la voix, je devais vraiment moi en même temps, je me dis ok, tu publies, t'as 23 ans, tu peux raconter des conneries si t'as envie, on va pas trop t'en tenir rigueur. Mais où en même temps, surtout d'autant plus que maintenant chaque intervention est filmée, enregistrée tout le temps. Même la France Culture. Ouais, tu vois. Et dès que je fais en médiathèque, il y a toujours une caméra qui traîne. Donc je sais qu'il y a des traces de tout, tu vois, et ça met aussi, ça donne un rapport différent à la parole. Tu vois, il y a des, je sais pas, en ce moment je suis dans Jean Genet, bon, t'as 2 entretiens vidéo qui existent, qui ont été filmés quand il a, je sais pas, peut-être 3-4 ans avant sa mort. Bon, ben voilà, et le mec qui parle, on lui donne la parole. Enfin, les traces qu'on a maintenant, c'est à la fin de sa carrière, etc. Tu vois, moi j'arrive, je sais même pas si j'ai vraiment des choses à dire, qu'on me sollicite en continu. Mais bon voilà, quand je sais pas, je dis que je sais pas, tu vois, c'est pas un problème. Et aussi comme le livre en fait a été perçu de manière hyper violente par beaucoup de lecteurs, et ça a été un petit peu aussi le cheval de bataille des médias de forcer le truc, tu vois, de machin, trash, etc. Alors que moi j'y vois aussi d'autres choses, j'ai mis d'autres choses, comme la place de la littérature dans les médias est assez restreinte, faut décrire les choses avec peu de mots, donc on va chercher des choses qui sont un petit peu racoleuses, etc. Moi après quand je parle du livre, j'essaie aussi de porter un autre discours dessus et d'être plus apaisé que ce que j'ai écrit et pas de faire une surcouche, quoi. Donc c'est le rapport à la parole, il est aussi là de pas se faire voler le discours du livre que j'ai mis à la base, tu vois, et de pas tout le monde reste pas une caricature et que tu parlais de déplacement. Pour moi le personnage il fait vraiment ça aussi, c'est qu'est-ce que c'est de quitter un territoire, d'arpenter un territoire, d'y revenir, tu vois, d'avoir un peu le même rapport au territoire qu'un animal, quoi, qui en fonction de sa force physique et de son développement, on va pouvoir aller de plus en plus loin, jusqu'à parfois en perdre complètement le centre et être complètement à la dérive, tu vois, comme tu vas croiser un loup qui vient des Alpes italiennes et qui se retrouve paumé dans le sud de la France, tu vois, et tu dis mais comment il a fait pour arriver jusque là, tu vois, il y a un truc les gens ont trouvé une dimension sociale, j'aime vraiment pas ce mot, mais ça a été dit tellement de fois, tu vois, ou rattaché à quelque chose de sociologique, comme si
je parlais, enfin tu vois, comme si je faisais une analyse d'un milieu particulier ou quoi, alors que moi j'ai juste déliré en fait, tu vois, j'ai complètement, c'est pas comme si je m'étais émancipé d'un milieu particulier ou que voilà, tu vois, c'était vraiment juste, moi j'étais porté sur des choses qui étaient beaucoup plus mystiques, tu vois, enfin c'est quoi le rapport à la mort, c'est quoi la vie, en quoi ça se manifeste, c'est quoi le regard qu'un enfant peut porter là-dessus, tu vois, et c'était plus dans des choses, voilà, plus naïves et pures en fait dans le rapport à l'environnement et au monde que de chercher de parler en tant que milieu. Ça c'est un truc qui me dérangeait vraiment parce que je parle d'un monde qui est un monde paysan, mais le monde paysan il est ultra pluriel. Enfin, il y a les manières de vivre la paysannerie et de l'agriculture, voilà, il y a des centaines de manières de faire différentes. Et je brosse pas du tout un portrait de la campagne ou quoi que ce soit. J'invente une histoire. Pour moi, ça existe que dans ma tête, tu vois, ce truc. Alors après, si ça fait écho au vécu des gens, si effectivement ils y trouvent des choses qui impactent vraiment sur leur propre histoire, ouais, tant mieux, tu vois, mais moi je suis pas responsable de ça, je fais juste ce qui me plaît avec ce livre. Mais c'est pas un livre sur moi, c'est pas un livre sur mon histoire, les personnages sont inventés, tout ce qui est vraiment autobiographique du livre. Moi j'ai vraiment écrit le livre comme si j'écrivais, comme si je filmais un film dans les lieux dans lesquels moi j'ai vécu mon enfance, tu vois. Et où je mettais en scène des gens que j'avais croisés, etc., tu vois, où je reprends certains codes, mais ma vie est complètement différente de ce que je raconte là. Ce qui va être similaire, et là où je suis extrêmement documenté, où je savais que j'avais une légitimité de parler, c'était effectivement le rapport à cet artisanat-là. Qu'est-ce que c'est une charogne qui se décompose, qu'est-ce que c'est qu'une misbah, qu'est-ce que c'est que le rapport animal, tu vois, comment on vit enfant au milieu de ces êtres qui sont parfois flippants, parfois beaux, parfois, tu vois, qui font complètement partie du quotidien en fait. Mais après, le reste fait complètement partie de la fiction, quoi. Ouais. Moi c'est ça de vouloir réancrer la fiction dans la réalité plutôt que de se poser des questions sur sous quelle forme est amenée la fiction, ouais. De quelle manière écrire le livre, et en fait aborder des vraies questions de littérature, tu vas vraiment parler de qu'est-ce que c'est d'écrire, de qu'est-ce que c'est que de choisir une langue pour un personnage, tu vois, de vraiment sur la forme, sur le procédé. Et c'est vrai que souvent je me retrouve plus à parler campagne, quoi. J'ai fini par sortir la tête de l'eau, juste au moment où les poumons me brûlaient tellement que j'étais obligé de revenir à l'air. Même si je suis mieux la tête sous l'eau, vu que ça empêche les souvenirs de bouillir. Ça les refroidit, les souvenirs. Ça fait quand même un panorama froid qui me traverse, ça secoue moins que de penser dehors. Se souvenir sous l'eau, c'est comme penser à rien, ce qui est presque comme pas penser du tout. Comme quand on dort des fois, pendant que la voiture roule. J'ai vu tonton Mo allongé sur les dalles de schiste dans la lumière de l'après-midi, les yeux fermés et les mains sur les pierres chaudes. Il profitait de la liberté. Derrière moi, les plus petits construisaient un barrage en bouchant les trous entre les cailloux avec des feuilles mortes, pendant que Jonas et Maya, sa cousine, ramassaient des mûres dans les ronces qui, sous le poids des fruits, trempaient presque dans le bassin. L'ombre des araignées d'eau glissait lentement sur le trouble et je pouvais sentir la paix sortir de sous le monde et soulever chaque chose autour de moi. C'était vraiment un bel été. Je suis allé remettre ma tête au fond de l'eau et brûler mes poumons encore une fois. Sous l'eau, je voyais trouble, les formes de la lumière qui me zébraient le corps et l'esprit. Entre les ombres, je laissais ce qui divague derrière mes yeux, envahir le reste, partout sous ma peau, comme pour démarrer la magie. Longtemps, j'ai laissé faire les formes. J'ai respiré dans l'eau, j'ai creusé sur la surface pour m'allonger et regarder le soleil qui danse. Je me suis laissé brûler dans la flaque. En sortant, ils étaient toujours au soleil. Ils savent en profiter du soleil, tellement qu'ils en ont presque un chacun pour se brunir. Ils étaient comme ça, tous plus ou moins arrivés ici après avoir traversé les souterraines du monde et les buissons d'aubépine qu'on y trouve et qui vous trouent la peau des bras et du cou. Alors, il leur fallait de l'air libre,
comme pour les lions. Et un endroit pour causer un peu et boire un verre dans la fumée qui détend les muscles. Comme au bord de la rivière, pour se faire un peu de liberté entre les râteliers pourris d'avoir trop gobé des images pleines d'acide. Say something. You know, I put all these videos together. All of them that we made, I'm put them all together. As we get older and older and older, still have like a bunch of videos. Stop fucking looking at me. Say something. En fait, le livre, il n'a pas du tout été écrit de manière linéaire. J'ai commencé par écrire la fin du livre, en fait. Ouais. Au début, j'avais pas du tout l'intention de faire un roman. C'était pour accompagner une série de photos que Capucine, ma copine qui est photographe, avait faite. Et au final, j'ai chopé le virus, quoi. J'ai commencé à écrire, et petit à petit, les images ont sauté une à une. Alors au début, comme j'étais dans un parcours plastique, dans le contexte des études d'art, j'ai pas pensé à la littérature, enfin tu vois, dans l'objet livre tout de suite. Et puis je pense que si jamais j'avais pensé, ok, en fait, au bout de 3 pages, je fais un livre, j'aurais pété un câble, tu vois, j'aurais jamais réussi à aller au bout du truc. Et du coup, une fois que j'avais trouvé, donc j'ai d'abord écrit la fin, ensuite j'ai écrit des parties qui se situent au début. Et une fois que j'ai trouvé en fait cette langue qui est propre à l'enfant au début, je me suis dit ok, je peux vraiment dire des trucs que je dirais même pas à l'oral, tu vois, que je dirais même pas dans les mails, je peux vraiment pousser le truc, enfin vraiment user la langue, être ordurier, vraiment de se justifier le juron, et voilà, écrire un contexte où tout ça est à propos. Et en même temps, je voulais que le personnage, en grandissant, il arrive petit à petit à attraper du vocabulaire, à enrichir son langage pour poser des mots qui restent très simples mais qui lui permettent de mettre un peu de distance entre la dimension hyper hardcore de son quotidien et la beauté qu'il y trouve quand même, tu vois, que ça lui permettait d'exprimer ça pour moi c'était vraiment ça, de mettre un peu les choses à distance et de se placer en tant qu'observateur et de s'extraire un petit peu de l'univers pour porter un regard dessus qui soit frustré ou bienveillant etc. quoi. Et puis après ça a filé comme ça et au bout d'un moment donné je voulais qu'en même temps qu'une certaine perte d'innocence, il y ait une douceur qui s'installe dans la langue et voilà, à partir du moment où on sent qu'il y a des désillusions et où ça commence à être vraiment la dérive, le personnage devient vraiment contemplatif, quoi. Enfin tu vois, sur les manières de vivre, sur tu vois, on a beaucoup dit que les rapports sociaux dans le livre étaient ultra violents, etc. Et enfin, moi ça m'a toujours fait marrer, tu vois, quand je débarque à France Culture et que j'ai une productrice d'émission qui me dit on a tout de suite envie d'appeler les services sociaux. Écoute, t'as des Roms qui font la manche juste en bas de chez toi, ils ont 4 ans, devant la maison de la radio, ils sont tout seuls, tu vois, vas-y, y a pas de problème si t'as envie de faire des trucs pour les gamins. Et alors que oui, effectivement, tu vois, pour moi c'était vraiment hyper important de montrer un espace, un territoire où la notion de propriété est complètement différente et en fait elle a pas vraiment de sens, enfin elle a un sens mais elle est il n'est pas question de laisser quelqu'un dehors à un moment donné enfin tu vois, l'habitat est d'office partagé en fait, quoi. Et ça c'est un truc que moi j'ai expérimenté pendant toute mon enfance où j'ai jamais tapé une porte pour rentrer en fait, tu vois, où t'es vraiment, alors tu te fais engueuler quand c'est pas le bon moment et que les gens sont à table mais c'est comme ça, tu vois. Et c'est vrai qu'après quand je suis arrivé en ville assez tôt en fait, juste à 17 ans, juste après le bac, c'est cette espèce de violence de l'anonymat et aussi du poids de l'architecture en fait, tu vois, d'avoir en fait où l'espace d'habitat n'est pas du tout accessible, où t'as des sas, où t'as des codes, où t'as des clés, où t'as tout un espèce de
de bordel que moi j'avais jamais eu et que j'ai perdu 10 fois, tu vois. Où, ouais, c'est marrant. C'est ouais. Et, ouais, où vraiment où t'es pas, où c'est, où d'un coup, enfin, ça devient vraiment. Et puis c'est en fait, l'extérieur, ça devient le danger, quoi. Ouais. T'es vraiment, où t'as quelque chose à protéger, où t'es vraiment, et c'est un danger où tu vois en fait aussi ce qui t'attend si jamais tu files pas droit, si jamais tu protèges pas ton bien. Et voilà, t'as une misère qui est apparente, qui est là pour sans cesse te rappeler à l'ordre et te dire qu'il faut s'accrocher aux merdouilles que tu possèdes, quoi. Ton rapport animal-écriture, c'est-à-dire que l'écrivain, pour toi, c'est aussi quelqu'un qui a un monde. C'est plus complexe, oui, je sais pas, parce qu'il y a d'autres aspects, il suffit pas d'avoir un monde pour être un animal. Ce qui me fascine, moi, complètement, c'est les affaires de territoire. Et avec Félix, on a fait vraiment un concept, presque un concept philosophique avec l'idée de territoire. C'est les animaux à territoire, il y a des animaux sans territoire, bon, mais les animaux à territoire, c'est prodigieux. Parce que constituer un territoire, pour moi, c'est presque la naissance de l'art. Quand on voit comment un animal marque son territoire, tout le monde sait, tout le monde invoque toujours là, les histoires de glandes anales, d'urine, avec lesquelles il marque les frontières de son territoire. Mais ça dépasse beaucoup ça, quoi. Ce qui intervient dans le marquage d'un territoire, c'est aussi une série de postures. Par exemple, se baisser, se lever. Une série de couleurs. Les drilles, par exemple. Les couleurs des fesses des drilles, hein, qu'ils manifestent à la frontière du territoire. Couleur, chant, posture. Hein. C'est les trois déterminations de l'art. Je veux dire, la couleur, les lignes, les postures animales sont parfois de véritables lignes. Hein. Couleur, ligne, chant. Mais pour parler... C'est l'art à l'état pur. Et alors, moi je me dis, quand ils sortent de leur territoire, ou quand ils reviennent dans leur territoire, leur comportement, le territoire, c'est le domaine de l'avoir. Alors c'est très curieux que ce soit dans l'avoir, c'est-à-dire mes propriétés, là. Mes propriétés à la manière de Beckett ou à la manière de Michaud, quoi. Le territoire, c'est les propriétés de l'animal. Et sortir du territoire, bon, c'est s'aventurer. Il y a des bêtes hein, qui reconnaissent leur conjoint. Ils le reconnaissent dans le territoire, mais ils ne le reconnaissent pas hors du territoire. Tout ça, c'est des merveilles. Hein. Je ne sais plus quel oiseau. Bon, je ne sais plus. Faut me croire. Hein. Et puis... Et aussi d'être ancré, quoi. Vraiment, dans la première partie, il est complètement habité et habitant et ancré dans le territoire et où à partir du moment où il a envie, ne serait-ce que de plus être en contact avec la terre, tu vois, d'être dans des étages, d'être comme ça, d'être séparé partout par le béton, ça c'est des racines coupées, tu vois, je l'ai un peu vu comme ça, où c'est un peu comme des gouttes d'eau, tu vois, qui peuvent jamais pénétrer, où ils sont toujours guidés, évacués dans des conduits, etc. Et où au final t'as des phénomènes naturels qui sont complètement séparés du reste de la nature, et t'as une espèce de choses un peu bizarres, quoi, qui se mettent. Surtout Paris, c'est une ville où même en tant que... moi je suis auteur, tu vois, mais je reste précaire. J'ai pas de fiche de paye, j'ai pas de salaire, etc. Tu vois, rien qu'en tant qu'artiste émergent, pour qui tout se passe bien, mais tout en étant précaire, je sens une violence sociale, tu vois. Je sens que j'arrive, surtout que maintenant je suis beaucoup invité, j'arrive dans des espaces où l'argent coule vraiment à flot, tu vois, où vraiment c'est absolument démentiel, quoi. Et tu te balades dans des quartiers, enfin tu fais le tour du Panthéon, tu vas au Louvre, enfin tu dis c'est pas possible les moyens qu'on a dans cette ville. Et enfin ça coûterait vraiment rien de régler des problèmes, mais c'est vraiment c'est une ingérence qui est complètement volontaire, tu vois, c'est vraiment ça qui est hyper violent, quoi. Et plus que la misère elle-même, le fait de savoir qu'on a tout à fait les moyens d'extraire, et je te dis même pas de sauver les gens ou de rentrer dans des logiques où on pousse pas l'autodétermination, mais juste on est sous perfusion, tu vois, juste, enfin,
c'est des questions de principe à un moment donné, où quand tu as des enfants qui sont en danger dans un espace qui est commun, tu vois, si les pouvoirs publics font pas en sorte de pouvoir régler tout ça. Enfin là, t'as un gamin, il y a un mois de février, 16 ans, je crois, 16 ans, 17 ans, mineur isolé étranger, qu'on a repêché dans la Seine, tu vois. Et parce que problème psychiatrique, traumatisé de guerre, syrien, je crois, enfin tu vois, et tout seul dans un hôtel pendant 3 semaines, tu sais, pas de contact, des associations complètement débordées, etc. Enfin tu dis, il n'y a rien qui est mis en place. Enfin, donc ça c'est des... Pour moi, par l'écriture, tu vois, justement. Enfin, là, c'est d'autant plus maintenant dans les projets dans lesquels je suis, je suis vraiment ancré sur des territoires urbains. Et c'est vrai que le fait d'écrire sur la ville et d'écrire en ville sur la ville, ça me permet de mettre en lumière ou de pas laisser passer des choses que je trouve qu'il faudrait pas laisser passer, ou de pas laisser tomber dans une routine. Le fait d'être spectateur d'une détresse, tu vois, ou moi je suis à Paris, c'est quand même hyper violent, quoi, comparé à... Là, enfin, t'as beaucoup de mineurs isolés dans la rue, t'as des quartiers, enfin, la gestion des migrants, c'est absolument n'importe quoi. Enfin, ouais. Après, c'est compliqué parce que là, on n'est pas, en tant qu'artiste, on n'est pas des travailleurs sociaux. Moi, j'ai pas les compétences d'aller, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Je sais que c'est des publics que je connais pas, je sais pas. Mais en tant que usager de la ville, qui écrit des livres, je peux parler de posture, je peux parler de rapport à l'espace public, je peux parler de, tu vois, quand je sais pas. Je vois une vieille qui fait la manche, qui se fait engueuler dans le Marais. Je me souviens toujours devant le musée Picasso, un espèce de connard en mocassin qui débarque et qui hurle sur une vieille qui fait la manche tous les jours. Et une autre vieille qui va lui fouler des sous, et le mec il dit « Laissez-la, ce sont des professionnels !» C'est des genres de scènes qui sont complètement hallucinantes, enfin, tu vois, espèce de, enfin ouais, tu vois, c'est des trucs, enfin c'est toujours, enfin ça suscite toujours des choses en fait à l'écriture. Moi je suis tout, enfin ça me... Créer des narrations, c'est souvent ajouter des histoires à ce qui en manque. C'est ce que signifie le terme fabulation. Isabelle Stengers écrivait « Fabuler, raconter autrement, n'est pas rompre avec la réalité, mais chercher à rendre perceptible, à faire penser et sentir des aspects de cette réalité qui usuellement sont pris comme accessoires. » Pour faire penser un territoire, tu vois, où... Il y a vraiment des choses de l'ordre de cette idée-là, quoi. Après, moi, j'ai pas du tout théorisé ou formulé au moment où j'écrivais le truc, tu vois. Mais c'était vraiment... Enfin, ce qui était très central, c'était cette idée de territoire et de partager le territoire avec d'autres êtres vivants. Et comment cette relation influe sur le territoire, et comment le territoire influe sur la relation, et comment les autres êtres vivants et le territoire influent sur les hommes, tu vois. Qu'est-ce que ça va donner de posture, de corps, comment vont être les habits en fonction de l'activité, tu vois, enfin tout un contexte comme ça, un décor en fait. Moi je l'ai vraiment vu comme un décor qui s'installe. Il y a un petit chat qui est mort assez vite, hein. C'est-à-dire j'ai vu ce que beaucoup de gens ont vu aussi, comment une bête cherche un coin pour mourir. S'il y a un territoire pour la mort aussi, il y a une recherche du territoire de la mort, du territoire où l'on peut mourir. Et ce petit chat qui essayait de s'enfoncer dans une encoignure, dans un angle, etc., comme si c'était l'endroit bon pour mourir pour lui. Oui, en ce sens, si l'écrivain, c'est bien celui qui pousse le langage jusqu'à une limite qui sépare le langage de l'animalité,
qui sépare le langage du cri, qui sépare le langage du chant. À ce moment-là, il faut dire oui, l'écrivain il est responsable devant les animaux qui meurent. Et être responsable devant les animaux qui meurent, c'est-à-dire répondre des animaux qui meurent. Écrire, bon, à la lettre, pas pour eux. Encore une fois, je ne vais pas écrire pour mon chat, pour mon chien, mais écrire à la place des animaux qui meurent, etc. C'est porter le langage à cette limite. Et il n'y a pas de littérature qui ne porte pas le langage et la syntaxe à cette limite qui sépare l'homme de l'animal. Ben, il faut être sur cette limite même. Ah, moi je connais pas grand chose en philosophie, mais j'ai pensé l'abécédaire. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je l'ai découvert au moment où j'écrivais. Et la première lettre de l'abécédaire, c'est A pour animaux. Ouais. Et en fait, tout de suite, il parle en fait du métier d'écrivain. Et il fait le lien à partir d'animaux avec le fait d'écrire. Et il cite un mec, je sais plus qui c'est, mais il dit ça à peu près. C'est alors déjà, il dit écrire à la place des animaux qui meurent à un moment donné. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'a troublé, où effectivement, tu vois, genre dire la mort animale, et pas dans le sens de, voilà, je suis un militant vegan, mais de simplement, enfin, c'est aussi des gestes. Moi, je le voyais aussi comme un lien avec des gestes qui sont à la base de la civilisation, de l'élevage, tu vois, du fait de la sédentarisation, de domestiquer l'animal. Et c'est à partir du moment où voilà, tu vois, quand les hommes commençaient à domestiquer les animaux, ils sont aussi domestiqués eux-mêmes, ils sont sortis dans l'ensauvagement. Et tu vois, ça faisait des espèces de grands ponts comme ça. Et à un moment donné, il y a un truc qui est complètement ouf. Alors, je crois que il dit, l'écrivain est un sorcier. Parce qu'il est... Alors, il dit quoi exactement ? Parce qu'il écrit devant les animaux, parce que les animaux sont la seule population devant laquelle il est responsable, un truc comme ça, enfin un truc qui va à la fois tout dire et rien dire, qui est complètement chez Verne, mais une phrase hyper belle. Et ouais, parce qu'il parle d'écrire pour les fous, d'écrire pour les bêtes, etc. Et enfin, tu vois, ça m'a carrément donné des pistes, quoi. Enfin, en tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que ce que je faisais, il y avait un truc à creuser, et que j'étais pas en train de me fatiguer pour rien, quoi. Ouais. Déjà, enfin, c'est des écritures qui sont tellement poétiques, tu vois. Enfin, c'est ce que j'aime aussi quand je dis Nietzsche, c'est aussi parce que voilà, il y a un travail du langage et t'as une recherche. Enfin, pour moi, c'est aussi de la poésie, quoi. C'est vraiment avoir une conversation avec le monde et essayer de. Le dernier que j'étais en train de lire, c'était quoi ? C'était La naissance de la tragédie. Tu lis la première page, les 3 premières pages, tu les lis 4 fois parce que t'as pas besoin d'aller plus loin. Rien que le temps de t'imprégner de ça, c'est tellement beau que pareil, tu vois, si par les Zarathustra, t'es là, enfin, c'est parabole sur parabole, t'es dans un délire complètement. Ouais, c'est fou. Enfin, ouais, Et puis moi, je le dis vraiment comme de la poésie, c'est-à-dire que je relis beaucoup, et ça va me prendre des mois pour lire un livre de cet ordre-là, et c'est vraiment. Je peux vraiment m'arrêter sur une phrase pendant très longtemps, et c'est des seuls. Ça et la poésie, tu vois, j'ai vraiment le même rapport avec les deux enfin, la dimension, enfin, le temps que je vais passer sur une page va être vraiment beaucoup plus important que tu vas pas consommer l'histoire. Ouais, c'est ça, voilà, quoi. Tu vas te promener, quoi. Ouais, et moi c'était vraiment pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, de pas être dans un texte qui est consentant, quoi, qui est confortable, tu vois, je suis pas dans une idée de séduction du lectorat, où c'est vraiment de porter le texte, quelle que soit la réception, etc., mais d'avoir un vrai projet de texte singulier, quoi, et ouais, de pas être vraiment dans une littérature consentante, tu vois, qui t'en s'ajoute autre chose et qui est là pour rien soulever au final, quoi. Que ce soit dans la forme ou dans les sujets traités, quoi. Non, mais je sais même pas s'il y a grand chose à répondre, c'est assez clair. Mais ne serait-ce que, tu vois, sur l'objet de livre, enfin, moi c'est ce que j'aime aussi, tu vois, d'avoir quelque chose qui est pas cher, qui est transportable, qui est petit, et où effectivement, tu vois, tu peux faire passer une histoire, un savoir hyper facilement, en fait. Et tu peux me le voler. C'est un truc qui était hyper important pour moi, tu vois, d'avoir un livre qui soit
accessible à celui qui a le cran de le faire, parce qu'il peut rentrer dans une poche, tu vois, de pas avoir un bouquin, collection blanche Gallimard, ou genre non, c'est mort, tu vois. J'ai un ami qui a volé ton livre. Et moi j'ai volé tellement de bouquins, tu vois, surtout quand j'étais ado, et c'était un truc, c'était aussi une manière de pas quitter l'adolescent que j'étais, et de rester dans justement, tu vois, de pas être dans cette idée de transfuge, mais de vraiment d'être dans un écho toujours de ce qui avait pu être avant, quoi. Et c'est vrai que moi je le vois maintenant, le livre est sorti il y a plus d'1 an, et j'ai plein de retours, surtout maintenant avec internet, tu vois, des gens qui m'envoient des messages, etc. Et de comment ils sont tombés sur le livre, tu vois, que ce soit dans une boîte à livres dans la rue, ou etc. Machin, et ça tourne, quoi, ça tourne vraiment, et c'est comme une espèce de virus qui se propage, tu vois, t'as une contamination petit à petit qui se fait, et ça crée des complicités, quoi. Ouais, c'est vraiment une question d'habitude, quoi. Enfin, je sais pas, tu penses que tu vois, tu rentres la première fois dans l'atelier d'une boucherie, tu sens l'odeur de la viande froide, tu vois, genre de la découpe, puis bon, tu passes 3 semaines, tu fais plus gaffe, quoi. Et je pense que c'est pareil quand tu bosses dans un hôpital, tu vois, où c'est des odeurs qui sont hyper aseptisées et qui sont synonymes d'angoisse pour énormément de personnes. Puis une fois que c'est ton milieu naturel et que c'est ton lieu de vie, ton lieu de travail, t'es complètement... une fois que t'es imprégné de l'odeur, tu la sens plus, quoi. Donc je le vois rien que... Sur la maison dans laquelle j'ai grandi, je connaissais pas son odeur jusqu'à ce que j'y habite plus et que j'y revienne au bout d'1 an, etc. Et là, d'un coup, en fait, tu as des choses qui remontent, où tu découvres, en fait. T'étais tellement... genre un peu d'humidité de vieille maison de campagne, tu vois, où en fait que t'as senti toute ta vie, mais comme c'était sur toi, tu t'étais complètement à côté, quoi. D'abord, pour moi, le rapport à l'odorat, il est aussi, comme je le disais au début, je voulais un rapport animal avec le monde animal, tu vois, via les enfants, et du coup, qu'ils aient aussi des réflexes d'animaux, et que ça passe par le flair, tout simplement, tu vois, d'être dans un rapport hyper sensoriel avec l'environnement, avec le toucher, les odeurs, le goût, tu vois, tout ce qui est gustatif des papilles aussi. Ouais. Et l'odeur, pour moi, elle fait complètement partie de ça. C'est une manière de découvrir l'environnement, et puis c'est aussi une manière de trouver du merveilleux, tu vois, d'aller chercher des sensations fortes, d'aller chercher vraiment des choses qui soient stimulantes, quoi. Pour moi, le jeu avec les charognes, c'est aussi ça, tu vois, c'est triper et écrire une histoire qui est absolument dégueulasse, parce que je trouve ça extraordinaire de pouvoir écrire un truc pareil, d'avoir la liberté de le faire et de le mettre à propos dans le livre, mais aussi de montrer que par le jeu ou par des espèces de rites comme ça, il y a une manière de vouloir faire de plus en plus corps avec l'environnement et d'être complètement d'assumer une imprégnation qui est totale, quoi. C'était très particulier parce que j'étais vraiment dans mes études. C'était assez sombre. C'est une période qui était vraiment pas évidente, quoi. Aussi du fait d'être dans un milieu où les gens sont quand même... les études d'art, c'est pas accessible à tout le monde, tu vois. C'est quand même un milieu assez bourgeois, d'autant plus que la Cambre, c'est 90% d'expatriés français. Ouais. D'autant plus, tu vois, de moyens. Alors tu vois, alors c'était pas clivant, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient... par exemple, pour donner une anecdote à la con, je suis arrivé à Bruxelles, donc j'ai passé les concours au mois de septembre. J'ai trouvé un appart au mois de fin décembre, tu vois, donc j'étais vraiment, on était SDF, vraiment sans domicile fixe, tu vois, on passait d'un canapé à l'autre, c'était le bordel total, et tu vois, t'es là, t'as une fatigue qui s'installe, tu vois les autres qui, et à côté t'en as qui arrivent en taxi, tu vois, tout un tas de questions qui pour toi sont vraiment problématiques, ne se posent pas dans l'univers dans lequel tu arrives, du coup c'est hyper difficile de les expliquer.
Tu vois, moi j'avais des profs qui me disaient mais il y a plein d'apparts à louer, pourquoi t'en loues pas, tu vois, enfin, ou des trucs comme ça, et où je me souviens d'un pote que j'adore, qui est vraiment un très bon copain, mais qui est fils d'un éminent avocat, tu vois, qui était hébergé chez une amie de sa famille qui était pas là parce qu'elle était dans son autre maison à Bali, donc juste en face de la prison de Forêt, une espèce d'énorme maison de maître avec 8 chambres et une bonne, tu vois, et lui il était tout seul avec sa soeur dedans. Et à un moment, je te parle de mes galères de logement en disant putain, il va me proposer une piole, enfin tu vois. Et en fait, ça lui a même pas traversé à l'esprit. Il me dit, il me regarde et il me fait ah, t'as de la chance, vraiment tu vis plein d'aventures, tu vois. Et là, je me suis dit ok, en fait, il y a des distances qui sont infranchissables, tu vois, malgré toute la sympathie, malgré tous les liens que tu peux tisser, tu vois, il y a un moment donné où la question de le prendre dessus, tout simplement parce que t'as pas les infos, tu vois, et donc voilà, ma manière d'habiter Bruxelles, ça a été d'abord énormément de galères. Une fois que tout ça c'est un petit peu stabilisé, notamment grâce à la mode et grâce à mes parents. Merci maman. Tu sais, c'était un peu mieux, mais pour moi c'était vraiment transitoire. Et puis trop la fête, quoi, tu vois. Enfin vraiment d'avoir vraiment un lien. Enfin là c'était 50% des études et 50% de teuf, quoi, tu vois, vraiment sur le temps, quoi, sur une semaine, quoi. Je faisais le teuf la moitié de la semaine et je travaillais l'autre moitié. Et du coup c'est une vie qui m'a usé, quoi. J'ai vraiment à un moment donné. Enfin, et puis je le vois, enfin les gens qui restent là dans le même système au bout de 8 ans, quoi, t'es plus la même personne. Donc ça t'a épuisé, mais t'avais quand même, t'as accroché Bruxelles, t'as aimé certaines choses à Bruxelles. Ouais, carrément. Puis j'ai fait des rencontres vraiment extraordinaires. Et puis, enfin, au final, le livre, je l'ai écrit là aussi, tu vois. Je l'ai aussi écrit parce que j'étais là et j'étais dans une vibe qui était assez mortifère et j'avais besoin de retrouver des choses authentiques et surtout, enfin. En école d'art, tu triches en fait tout le temps. Tout le monde triche. T'es là. Déjà, tu triches parce que t'es dans des rapports affectifs avec les professeurs. T'es dans des choses qui sont tout le temps partiales en fait. C'est tout le temps des avis, c'est tout le temps de l'ordre de l'émotif. Donc il faut que t'es à la bonne. Je connais plein de. C'est un milieu que je peux pas saquer parce que je connais plein de gens qui ont du talent extraordinaire et juste parce que voilà, ils ont pas eu l'attitude qu'on attendait d'eux ou ils étaient pas assez soumis ou ils ont pas filé droit et ils se sont fait complètement pourrir et éjectés d'un système qui normalement aurait dû être à leur service et au service de leur développement, quoi. Et donc moi ça s'est bien passé, mais je suis pas du tout naïf sur les raisons pour lesquelles ça s'est bien passé aussi, quoi. Et en même temps aussi dans les productions, tu fais des productions plastiques, on est dans une époque où l'art contemporain, enfin tu sais même plus ce que ça veut dire exactement, quoi. T'es toujours, enfin il y a un manque d'authenticité qui moi me troublait beaucoup et j'avais pas envie enfin j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise avec ça, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'hyper lourd de mettre en place le ring de la 3 dimensions, tu vois, des structures, des choses qui pèsent dans l'espace, etc. C'est pourquoi des objets, enfin pourquoi faire des objets. Et ce qui me plaisait dans le texte, c'est que c'était un mode matériel pauvre, où j'étais pas. Enfin, j'avais pas une technologie à mon service pour créer un écran de fumée, tu vois, et en même temps, il y a épater les gens. Mais au moment après, t'as le livre, tu vois, t'as l'objet, t'as toute une séduction. Pour moi, au final, c'est un truc qui est hyper sensuel, tu vois, le rapport à l'objet livre. Mais au moment de l'écriture, j'étais vraiment, ça dépendait que de moi, tu vois. Et ça, c'était un truc qui était important. Je sais pas si j'aurais pu l'écrire ailleurs dans un autre contexte, certainement pas, tu vois. Pour moi, c'est une question de hiérarchie, en fait, de rapport de pouvoir. Et je trouve que les gens qui ont du pouvoir, mais c'est à l'échelle du monde dans lequel on vit, tu vois, mais vraiment pour centrer sur l'école là, c'est très simple, t'as des chefs d'atelier qui ont un pouvoir à peu près absolu sur leur petit monde, des intervenants et des conférenciers, des profs qui sont là moins souvent, un peu moins, tu vois, mais t'es toujours, si le chef d'atelier décide de mettre un barreau, enfin, tu vois, moi j'ai eu ma première année, et il me manquait pas mal de crédits, tu vois, je suis passé en commission en fait, j'ai été défendu. Et ma meuf qui était en photo, elle avait 20 crédits de plus que moi. Il lui manquait 3 crédits, un truc comme ça. Aucune raison qu'elle ait pas son année. Le prof d'atelier a décidé de pas la donner, tu vois. En fait, défendre l'injustice, tout simplement. Tu dis, enfin,
Et à un moment donné, si tu te bases sur les notes, si tu donnes des années à des étudiants qui ont des résultats moins bons que d'autres à qui tu refuses le fait de passer aux années supérieures, c'est que tu es quand même dans un système qui est problématique, quoi. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment des rapports, des enjeux de pouvoir, quoi. Mais en même temps, la camp, c'est quand même... alors, t'as ce côté-là aussi où... moi, j'étais pas du tout... je connaissais pas du tout ça, c'est sur concours, tu vois, c'est quand même des écoles qui ont des réputations prestigieuses. Alors tu dis, ok, tu rentres dedans, en plus, une fois que tu rentres, tu fais la rentrée académique, on tartine de machin, l'avenir c'est vous, et c'est maintenant que ça va commencer à être compliqué, mais vous êtes quand même des gens exceptionnels, blablabla. Puis tu te rends compte que faut que tu sois là ou ailleurs, c'est exactement la même chose et que t'en as pas grand-chose à foutre. Et faut qu'il y ait une espèce de parade, mais c'est... Je sais pas, après t'as aussi des questions de financement, voilà, s'il n'y a pas des mécènes qui aident des écoles et si on leur vend pas le papier comme il faut, peut-être qu'il y a moins de moyens, enfin tu vois, j'ai aucune idée de la réalité qu'il y a derrière. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, est-ce que quand on forme des artistes, ce qui compte c'est la notoriété et le prestige, tu vois, plutôt que justement la dimension politique du travail, tu vois. Tu vois, j'ai quand même eu des cours comment faire une œuvre d'art en 9 étapes, quoi. Et tu sais, des trucs où c'est déprimant en fait, c'est vraiment où en fait avant même de parler de quoi que ce soit, on t'impose et en même temps c'est à l'image du monde professionnel, mais un mercantilisme et enfin voilà, tu vois, une portée marchande de tout ça, alors que l'école ça devrait être surtout des espaces d'expérimentation et d'expérimentation d'une liberté, tu vois, alors que même la liberté elle est tronquée hyper vite, quoi. Si jamais tu n'utilises pas le médium qu'il faut, ou tu fais pas ce qu'on te demande, si tu réponds pas aux attentes en fait que le corps enseignant a de toi, peu importe si ce que tu fais c'est bien ou pas, on va t'envoyer te faire foutre, quoi. Le roman L'été des charognes est né d'une prise d'image. Il y a eu ensuite l'écriture avec les images, par les images. Georges Didier Berman écrit « Savoir regarder une image, ce serait en quelque sorte se rendre capable de discerner là où elle brûle, là où son éventuelle beauté réserve la place d'un signe secret, d'une crise non apaisée, d'un symptôme, là où la cendre n'a pas encore refroidi. » Le cinéma, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Enfin, je pense que ça sent la lecture de L'été des charognes, tu vois. Il y a un truc, une imprégnation visuelle qui j'ai voulu assez forte. Aussi pareil, tu vois, parce que c'est facilement accessible. Enfin, surtout maintenant. Enfin, moi, ma culture cinématographique, je l'ai faite quasiment gratuitement, tu vois. Je l'ai faite sur Views ou sur Emule, à télécharger comme un forcené. Et après, c'est une aventure collective, c'est un travail collectif, donc c'est différent. C'est vraiment quelque chose que je connais pas, mais sur lequel je vais peut-être venir dans les années qui viennent, quoi. Tu touches un peu à la réal ou tu essaies de toucher un peu à... J'ai fait pas mal de vidéos dans d'autres projets, les projets que j'étais à l'école, etc. Enfin, j'ai un truc où je tourne vraiment autour, tu vois. J'ai fait de l'image fixe, j'ai fait de l'image en mouvement, j'ai fait des prises de son, j'écris, tu vois, et au final, je sens que à un moment donné, tout ça va se lier. Mais ouais, je pense que c'est aussi une question de diffusion en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aime bien le fait d'avoir des objets ou des choses qui sont facilement diffusables, quoi. Où c'est fluide là. En plus, ce qui est bien avec le livre, c'est un objet de consommation, tu vois, mais t'as... Enfin, tu vois, sur le livre, il y a une quantité de personnes qui vivent sur la chaîne du livre. Il y a moi, il y a la maison d'édition, les gens du bureau de la maison d'édition, t'as le distributeur, t'as les libraires, tu vois, t'as les médias. Enfin, tout d'un coup, en fait, c'est vraiment un objet qui circule, qui passe, quoi. Mais non, chez personne. Après, mes parents dirigent un festival de films documentaires, peut-être j'en ai parlé à un moment donné aussi. Mais j'ai pas de... Je suis spectateur documentaire et je connais pas mal de réels de documentaires, mais c'est pas... J'ai pas mis à profit ces connexions pour produire quelque chose de particulier. Enfin voilà, tu vois, pour moi c'est vraiment... C'est encore un autre domaine. Mais c'est vrai que le documentaire et la création documentaire et comment écrire un documentaire, enfin comment faire un véritable travail de cinéaste en faisant du documentaire, c'est un truc que je trouve assez dingue, quoi.
Tu vois, d'avoir vraiment des parties pré-esthétiques, d'avoir de faire un véritable objet de cinéma qui à regarder dans des conditions de cinéma, tu vois, qui est pas télévisuel, qui est pas de l'ordre du reportage, mais qui est vraiment avec une écriture. Je trouve qu'il y a des c'est assez en fait c'est assez marrant parce que c'était un pote à une autre famille de paysans de chez moi, un ami d'enfance à Bingo, qui est un chevrier. Et en fait, ils se connaissaient depuis le collège, un truc comme ça. Et Christophe venait souvent entre deux voyages en Afghanistan, en Russie, etc. Entre deux films, il passait dans la montagne, quoi. Et en fait, il n'y avait pas de magnétoscope nulle part, tu vois. Et du coup, il a acheté la première télé, le premier magnétoscope à Ingo, en disant putain, mais c'est pas possible, tu peux même pas regarder mes films. Ingo, rien à foutre, tu vois. Et du coup, il a acheté le caméscope et le magnétoscope et le poste de télé. Et les premiers films qu'on a regardés, on les a regardés sur la télé que Christophe avait acheté. Et du coup, à chaque fois, il repassait, présenter ses films, tu vois. Alors, Massoud l'Afghan, j'ai vu en avant-première, j'avais 7 ans, tu vois. Ça m'a mis une triple gifle. Et ouais, mais ça a vraiment été quelqu'un dont le travail a été important, quoi. Aussi, je connais vraiment très bien son travail. J'ai vu à peu près tous ses films, la quarantaine de ses films plusieurs fois. Je connais bien ses livres aussi, tu vois, et le lien entre à chaque fois avoir un film documentaire, puis écrire dans un livre ce qu'il a choisi de pas mettre dans le film et étayer contexte géopolitique, etc. Tu vois. Donc ouais, ça a été. Puis aussi sur les questions d'engagement, tu vois, parce que comment nous parler du monde télévisuel, de l'idée de scoop, de qu'est-ce que c'est de ces journalistes qui sont vraiment dans qui donnent des images à consommer et pas à réfléchir, tu vois, et puis qui veulent jouer sur l'émotion des gens et pas sur pas susciter des réflexions, mais juste les marquer enfin, comme tu as vu, quand tu vois les attentats de Nice sur France 2 où ils passent les images du camion au ralenti, tu te dis attends, t'es sur service public à un moment donné qu'est-ce qui se passe, tu vois, il y a une espèce de délire collectif, tu vois, qui se met en branle. Et lui était vraiment il a travaillé 20 ans sur l'Afghanistan et pendant l'occupation soviétique et ensuite pendant le conflit avec les talibans. Il a fait venir Massoud au Parlement à Strasbourg et il parlait toujours des attentats de septembre, jamais du 11 septembre, quoi, parce que Massoud a été assassiné le 9, 3 jours avant le 11 septembre, et il n'a eu de cesse d'essayer d'alerter l'Occident sur le danger que représentait la dérive islamiste, quoi. Et Christophe a fait un énorme travail de fond sur tout ça qui en fait était pas bancable, tout simplement. Était pas assez spectaculaire. Et du coup quand tu vois que tu as le travail d'une vie qui est mis au service de ça et que personne ne s'intéresse parce que en fait c'est pas dans les tripes du moment et que ça fait pas vendre assez de papier, et que au moment où toutes les conséquences de ce dont il n'a eu de cesse d'alerter arrive, d'un coup tout le monde se jette là-dessus, tu vois. Il y a un moment donné où est-ce qu'on veut prévenir les choses ou est-ce qu'on veut juste en faire un spectacle, quoi. Oui. Totalement. Après je sais pas, tu vois, pour l'instant en même temps j'ai un mal fou à me projeter dans l'avenir, donc c'est vraiment projet par projet. Là je sais que je suis occupé sur des choses, une fois que ça se sera fait, je sais pas ce que je vais faire, tu vois. L'idée c'est d'avoir toujours un truc en cours, quoi. Ouais. D'avoir à peu près assez de sous pour avoir un endroit où habiter et manger, du temps, dégager du temps pour pouvoir travailler, quoi. Le reste n'est pas si important que ça. J'ai pas d'envie matérielle à assouvir particulière ou d'entreprise à monter, tu vois. Je sais pas, je suis un petit peu en marge de tout ça, quoi. Maintenant, c'est toujours des questions de territoire, tu vois. Ouais. J'ai vraiment envie d'écrire sur la ville, maintenant que je vis en ville depuis longtemps. Et là, pour te le dire en 2 lignes, qu'est-ce que c'est une jeunesse précaire en ville, quoi. Et comment tu fais pour créer des espaces de liberté qui sont en dehors ou un peu en dehors de la société marchande, tu vois, ou en tout cas où l'argent n'est pas prédominant, où on n'a pas une importance, ne serait-ce que dans les relations, tu vois,
qu'est-ce que c'est d'avoir des dettes, etc. Tu vois, de ces choses-là. Et là, c'est ce qui m'occupe en ce moment, quoi. Vraiment, et ça, le rapport au salariat, quoi. Est-ce qu'on peut être jeune et pauvre et être en dehors du système de salariat, quoi, voilà, tu vois, là, à Paris, je connais tellement de gens qui taffent pour 1002 et qui, en fait, tu payes ton loyer, tes factures, ta nourriture et tu retournes au travail, quoi, tu vois, où t'es vraiment, en fait, t'es complètement, c'est une forme d'asservissement total, quoi, où t'as aucune, tu peux vraiment pas faire grand chose, quoi. Chez Alia, j'ai lu un truc extraordinaire, là. Gérard il m'a filé un bouquin qui s'appelle La Tribu, qui est en fait un livre d'entretien avec Jean-Michel Mention, qui est un des premiers de l'Internationale lettriste. Et ils étaient juste une bande de jeunes qui se bourraient la gueule, et en fait c'est les premiers à avoir porté l'esprit 68 au tout début des années 50. Et ils font vraiment n'importe quoi, enfin, ils volent des bouillies, ils creusent des trous dans les catacombes pour tomber dans des caves et voler des bouteilles, tu vois, enfin, ils volent des trucs. Il y a un entretien avec Pierre-Joël Berlet qui s'appelle De lettriste à légionnaire, où en fait il s'est cassé à la Légion étrangère pour pas se faire choper par la police parce qu'ils étaient... et des histoires de fous, des mecs qui sont passés pour... Parce qu'à l'époque... les mineurs peuvent pas traîner comme ça, enfin il y a une espèce de législation, ils sont complètement sous tutelle de la parent ou des parents ou des institutions. Et donc quand ils se font choper pour vagabondage, ils se font passer pour fous pour finir en psychiatrie plutôt que de retourner chez leurs vieux. Enfin c'est assez taré, quoi. Et puis au final ils parlent pas du tout de philosophie ou de projet politique, mais plutôt de qu'est-ce qu'ils picolaient et comment ils se débrouillaient pour voler des choses. Ils sont dans un bistrot là chez Moineau, dans le quartier latin, et ils racontent comment en fait ils volent des réveils et n'importe quelle autre connerie dans des hôtels la journée pendant que les gens sont pas là, trouver des chambres ouvertes, et ils filent tout ça à la patronne en échange de bouteilles de blanc, tu vois.